La dernière conférence de la matinée, on a le plaisir d'accueillir Jean-Christophe, que certains d'entre vous connaissent peut-être, Sangleboeuf, professeur, ancien directeur de l'IPR, on vient d'en parler, l'IPR, l'Institut de physique de Rennes, agrégé de mécanique, ancien élève de l'ENS Cachan. Voilà, un parcours très riche, que certains d'entre vous peut-être auront dans le futur. C'est ce que je vous souhaite. Et puis, il va nous parler d'approche multi-échelle. Jean-Christophe. Merci beaucoup, Hamid. Merci, merci, chers collègues. Alors j'avais failli intituler ça Ma vie, mon œuvre, mais c'était moins scientifique. Ça a déjà été fait plein de fois. Alors, le côté multi-échelle, en milieu plus ou moins désordonné, comme Hamid, quand il m'a contacté, m'a dit il faut que tu parles de ton parcours et que tu essaies de nous faire un focus recherche. J'ai repris juste les mots qu'il y avait dedans. Du coup, un parcours d'enseignant-chercheur, c'est un parcours effectivement qui concilie la recherche et d'autres choses. Ce que je voudrais essayer de vous montrer dans un premier temps, et puis j'espère avoir le temps pour le côté focus recherche, mais ça devrait être le cas, c'est un peu comment les choses peuvent être racontées d'une manière qui peut donner l'impression d'être hyper linéaire, hyper réfléchie et très construite. Et c'est bien pour quand vous faites des dossiers de promo, mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et voilà, et de vous dire que effectivement, comme le dit Hamid, enfin voilà, moi, j'ai un parcours, enfin voilà, c'est le mien. Ce que je vais vous raconter, c'est un peu comment, voilà, tel que j'ai été à votre place à une époque. J'avais pas eu la chance, par contre, à cette époque-là, d'avoir le droit d'avoir des témoignages d'anciens. Voilà, donc c'est vraiment une très belle initiative. Je ne sais pas si ça m'aurait plus inspiré, j'en sais fiche, je crois rien, mais en tout cas, c'est quelque chose dont on ressent le besoin à un moment donné, puis on a besoin aussi un peu d'avoir. On en parlait avec Maxime l'autre jour, un peu des rôles modèles de temps en temps qui nous embarquent. Alors moi, j'ai un truc qui m'a constamment guidé tout au long de ma vie, c'est d'aller vers les choses qui m'intéressent et, voilà, et qui me font triper. Donc voilà, je continue à le faire, sinon je ne serais pas devant vous. Vous allez voir que ça conduit à quelque chose qui peut être un peu foisonnant, mais voilà, qui peut vous arriver. Voilà, parce que je l'ai vraiment pas spécialement provoqué. Donc ça a commencé là, effectivement, et là on en est là. Puis je vais essayer de nourrir un peu le truc en vous montrant un peu comment tout ça s'est construit. Alors il y a des trucs effectivement qui sont très simples, une agrègue de méca après avoir fait l'ENS. Alors moi j'ai choisi l'ENS quand j'ai passé mes concours parce que je suis tombé à l'oral, je suis arrivé à Cachan et on faisait visiter les labos de recherche à ce moment-là aux gens qui passaient l'oral. Et je me dis, parce que moi je voulais faire les arts et métiers, hein, pour rien vous cacher. Hein, parce que les arts et métiers, j'avais fait ça, une visite quand j'étais môme, et j'ai trouvé, les gens ils bricolent dans ce truc, ça a l'air trop bien. Moi aussi je veux bricoler quand je serai grand. En plus, gagner ma vie en bricolant, c'est trop bien. Mais par contre, je suis arrivé à l'ENS, je dis, mais c'est encore mieux que le bricolage. C'est un truc où, il n'y a même pas de thème, on se lance dans ce qu'on a envie de faire. Donc j'y vais. Donc voilà, donc de fil en aiguille, un peu comme vous ou pas. J'ai passé une agrègue de méca, donc ça date quand même le siècle dernier. Hein. On n'avait pas les masters, on avait les DEA. Donc en l'occurrence, c'était le DEA bleu, pour ceux qui se souviennent de cette époque-là. À l'ENS, on avait le jaune et le bleu. Et donc, le DEA bleu, c'est déjà ceux qui s'en allaient un peu de la méca pour aller voir d'autres trucs que les équations, les matrices et autres. Voilà. Parce que moi, je commençais à avoir un peu marre de manipuler des matrices sans bien voir ce qu'était dans les coefficients. Ça me saoulait un peu. On me disait, mais t'inquiète pas, ça en fera un essai. Ok. Bon, donc je suis parti côté matériaux. Et là, alors une petite interruption, parce que voilà, c'est une époque encore où on rendait à la patrie voilà, une partie de son temps. Et ce qui, moi, m'a permis de le faire, mon service national en tant que scientifique du contingent à l'époque, à l'Office national d'études et recherche aérospatiale, qui, du coup, derrière, a déclenché une thèse et le démarrage d'un travail, en particulier de recherche, dont je vous parlerai plus tard. Il y a parfois des années où ça s'accélère un petit peu, c'est-à-dire une soutenance de thèse, une validation d'agrègue, parce que moi, je n'avais pas eu de monitorat à l'époque, je ne faisais pas partie de mes collègues privilégiés sur ce sujet, et concours de circonstances dans une énième réforme du supérieur sur les aspects qualification et autres, j'ai eu la qualif et j'ai postulé en même temps. Enfin bon, on pouvait soutenir sa thèse en même temps qu'on rentrait. Donc j'ai tout fait en même temps, et je suis arrivé à l'université de Rennes sur un poste de maître de conf.
Et voilà, quand je dis qu'on peut faire des choses linéaires, habilitation à diriger des recherches quelques années plus tard, et un poste de prof, à un moment donné où je me posais la question de savoir est-ce que je continuais à Rennes ou ailleurs. Il y avait l'opportunité à Rennes de continuer à s'éclater, donc je l'ai fait. Donc voilà, donc ça on pourrait se dire, il n'y a pas grand-chose de très désordonné dans ce truc. Ça a l'air de plutôt ordonné, pas très linéaire, mais en tout cas ordonné. Ceci étant, voilà, à partir de là, globalement, je ne sais pas si je me suis intéressé à ce qu'était un poste d'enseignant-chercheur, mais j'arrivais à l'ENS aussi, parce que j'avais envie d'enseigner, de transmettre des choses. Donc, voilà, l'opportunité, dès le DEA, de commencer à faire des vacations, pendant la thèse aussi. Accessoirement, c'était bien utile pendant l'année de service national, parce que comme entre le moment où on avait quand même notre paye à l'ENS et quand on était scientifique du contingent, on divisait par 10, je dirais, sa dotation mensuelle. Donc, voilà, c'était un peu compliqué. Donc, j'avais globalement fait 2 années de salaire ici, à travers des vacations qui m'ont confirmé dans l'envie que j'avais de poursuivre dans cette voie, avec évidemment là une bifurcation possible. Voilà, soit je partais en prépa à Caen, en l'occurrence, soit je partais sur un poste d'enseignant-chercheur, et je me suis dit, franchement, je pense que sur le long terme, enseignant-chercheur, j'ai l'impression que c'est là que je vais m'ennuyer le moins rapidement. En fait, je me suis rarement ennuyé, enfin pas ennuyé. En fait, voilà, le métier enseignant-chercheur, je commençais pour le côté formation, pour aussi vous montrer que c'est aussi... c'est un sujet hyper important, c'est pas juste une partie de notre boulot qu'on fait parce qu'il faut le faire, c'est parce que c'est vraiment un sujet sur lequel on peut vraiment s'éclater. Donc moi, j'ai toujours enseigné dans que ce soit cours TDTP, projet. Évidemment, très rapidement, vous êtes responsable de quelque chose, donc ça, il faut vous y faire. Vous serez très, très vite responsable de. On a monté des formations à l'époque, à l'Université de Rennes. Globalement, il faut se dire que la méca, la technoméca, le génie mécanique, au niveau de l'université, je ne parle pas de mes collègues de l'IUT, c'est typiquement 2006. Donc, c'est pas si vieux que ça à l'échelle d'une formation. Qui s'est transformé maintenant en ce que vous connaissez pour certains, licence sciences pour l'ingénieur, et puis master méca avec 6 différents parcours. La chance d'être sur un site rennais, c'est de pouvoir travailler avec des partenaires très proches comme l'INSA de Rennes ou l'UBS, l'Université de Bretagne Sud à Lorient, côté master. Et puis, voilà, très rapidement, j'ai été embarqué dans le magistère matériaux, qui est devenu maintenant un parcours matériaux de l'École supérieure d'ingénieurs de Rennes. Et puis, voilà, à l'époque, c'était Jean-Yves Cognard qui était là, qui m'a dit écoute, c'est bien, tu es arrivé à Rennes, mais viens avec nous en prépa agrég. Donc voilà, on a monté un magistère mécatronique, voilà, avec les collègues. Bon, alors maintenant, je n'interviens plus, pour des raisons que vous allez comprendre derrière. Non pas parce que j'ai plus envie de venir là, mais on ne peut pas se démultiplier à l'infini. Et puis vous avez l'occasion de toucher des publics très différents. C'est-à-dire que voilà, des gens qui sont en licence master, qui viennent d'un peu partout, de futurs ingés, vous, et puis des étudiants de l'IUT qui sont à L-Pro, et ça fait de la mixité. D'un point de vue pédagogique, c'est hyper intéressant, hyper riche. Ce qui fait qu'au final, voilà, ça m'a permis de faire un petit peu un point sur ce que j'ai pu je dirais, traiter comme cours ou thème dans ce qui je peux qualifier de carrière pour l'instant. Voilà, donc effectivement, de la MMC, mais voilà, pas mal de matériaux, du BE, j'en ai fait beaucoup ici, c'était vraiment top. De la therme-étoile, que ce soit thermodynamique, des continus, thermique ou thermodynamique des machines. Grand moment que les prépa agrég. Jusqu'à la transmission de puissance, la résistance des matériaux. Voilà, c'est marrant, on parle de l'homogénéisation. À une époque lointaine, on s'est amusé à faire ça en master méca avec l'ensemble des collègues. Donc voilà, donc tout ça pour dire que voilà, on a cette chance assez incroyable. En plus, étant normalien, on a quand même une vitesse initiale par rapport à d'autres qui n'est pas inintéressante. Il faut être très honnête quand on passe aussi dans le comité de sélection. Il y a un petit regard qui est un peu différent quand vous êtes normalien par rapport à d'autres profils. Et qui fait que voilà, derrière on peut vraiment tirer profit de tout un environnement, quel que soit l'endroit où vous pouvez atterrir.
Alors, je parlais de responsabilité. Évidemment, quel que soit l'endroit où on atterrit, on n'y échappe pas trop. Donc, la responsabilité d'une unité d'enseignement, c'est franchement le minimum. Voilà. Responsabilité de diplôme, très vite. Moi, j'ai longtemps été responsable de la maîtrise. J'ai été ce qu'on appelle président de la section de mécanique de l'unité de formation et de recherche sciences et propriétés de la matière. Donc, globalement, j'ai géré pendant une dizaine d'années le lien avec les instances de l'université, le lien aussi avec les autres formations de l'université, que ce soit la physique, la chimie, les maths ou autres. Ça permet aussi de monter des choses avec d'autres établissements. C'est aussi les différentes habilitations qui sont devenues maintenant des accréditations. Vous savez que les diplômes, on ne peut pas les délivrer comme ça. Il y a quand même un cadre un peu national. Donc ça a été, voilà, d'un point de vue, ça a été un grand moment, voilà, au niveau de ma vie professionnelle. Ça n'empêche qu'à certains moments, vous avez des idées un peu saugrenues qui se disent, tiens, je monterais bien une plateforme pédagogique. Donc c'est ce qu'on a fait avec des collègues. Ça s'appelle le Project Lab. C'est pour ceux qui sont déjà descendus sur Beaulieu, le bâtiment 16, celui qui est tout vitré, là où en ce moment il fait une chaleur de gueux, c'est juste infernal. Mais voilà. Donc avec un collègue qui s'appelle Sylvain Pernon. Donc là, voilà, on travaille d'ailleurs beaucoup avec la plateforme SUNY sur pas mal d'objets de ce type-là. Alors toujours dans le domaine de la formation, après un petit intermède ici dont je vous parlerai derrière. Voilà, j'ai récemment décidé de me réinvestir, donc j'ai été élu à la commission de formation vie étudiante de l'Université de Rennes, et puis j'ai été nommé dans le bureau de cette CFVE, donc c'est là que globalement vous travaillez avec les étudiants qui sont élus, avec les autres collègues qui sont élus, l'ensemble des dossiers qui sont liés à la formation au niveau de l'établissement. Ça peut être par exemple, là, ce qui nous tombe dessus récemment, la réforme de la formation des enseignants. D'accord ? Parce que vous savez que les enseignants vont de nouveau la formation va de nouveau être réformée, donc on va les former au niveau licence, et derrière on va devoir créer des masters. Voilà. Bref. Enfin, c'est le genre de choses où on ne s'ennuie pas. On va discuter aussi de tout ce qui est formation des étudiants, les formations en cours et autres. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et puis, j'ai été nommé coordinateur de ce qu'on appelle le Collegium Sciences à l'Université de Rennes, donc, qui regroupe au final l'UFR de mathématiques, sciences et propriétés de la matière, globalement les géosciences, et puis sciences et vie d'environnement. L'idée, c'est de créer des grosses entités au niveau de l'université, de façon à avoir des synergies au niveau de ces entités-là. Et là, on a créé depuis le 1er janvier la faculté des sciences, dont je suis l'administrateur provisoire, et sur laquelle il va y avoir des élections bientôt pour en désigner, élire la doyenne ou le doyen. Donc voilà, donc dans l'idée, c'est là encore des aventures collectives qui sont extrêmement intéressantes. Sachant que là, vous avez à peu près 320 enseignants-chercheurs, et c'est 4800 étudiants. C'est 7 licences, 15 masters. Donc voilà, ça vous fait quelque chose qui vous permet de travailler et d'imaginer aussi des formations un peu nouvelles pour les années qui viennent, un peu plus en phase aussi avec l'évolution de la société, les débouchés, et puis aussi les appétences et les attentes des étudiants. Et ça, c'est un sujet, moi, que j'aimerais qu'on bosse dans cette faculté des sciences, c'est aussi comment on intègre l'étudiant dans ce processus aussi de transformation de formation. Ce qu'on ne fait pas tellement, en tout cas, dans le milieu universitaire. J'imagine qu'ici, bien entendu. Mais voilà, c'est un peu moins vrai dans notre système universitaire un peu plus classique. Voilà, enseignant, je disais chercheur. J'ai commencé, moi, mécanique et matériaux. J'avais envie d'aller regarder un peu ce qui se passait derrière mes équations. J'ai commencé avec un stage, qui va être un stage de Master 2 maintenant, l'Institut de recherche sidérurgique, qui à l'époque était un fleuron national, qui est maintenant du ArcelorMittal quelque chose. Ça n'existe plus, parce que là c'était en banlieue parisienne, maintenant il n'y a plus que Metz qui existe. Sur des aciers à haute limite d'élasticité, et l'idée c'était de faire la fatigue, donc cette sollicitation répétée qui fait qu'au bout d'un moment, alors qu'on est sous la limite d'élasticité, et donc a priori sur une durée de vie infinie, eh bien c'est fini. C'est-à-dire que ça casse à un moment donné. Et l'idée, c'était sur ces nouveaux types d'acier sur lesquels, en France, on était vraiment en pointe, parce que la métallurgie française est vraiment exceptionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que ArcelorMittal a gardé la recherche en France, il ne faut pas rêver.
Donc voilà, on travaille sur la microstructure. Donc voilà, on commence à reparler d'échelle. Donc la microstructure d'un matériau qui est polycristallin, donc des trucs bien rangés, mine de rien. Et comment, en voulant faire une protection contre la corrosion, donc la galvanisation au trempé, donc globalement la galvanisation au trempé, hein, c'est ce que vous faites sur les véhicules automobiles. Hein. Vous avez une énorme baignoire avec du zinc, hein, vous venez tremper, alors c'est liquide évidemment, vous venez tremper votre carrosserie, vous la ressortez, et elle est complètement revêtue comme on pourrait faire de la peinture, sauf que là c'est un revêtement métallique. Et il se trouve que quand on faisait un revêtement, eh bien, contrairement à ce qui se passait bien pour les autres aciers, ça se passait mal, c'est-à-dire qu'on diminuait la durée de vie, ce qui était un peu dommage sur des aciers qui étaient très coûteux, je dirais, par rapport à des aciers standards. Bref, tout ça, ça m'a conforté dans l'idée de se dire, enfin, vraiment, dans la compréhension de ce que la physique nous conditionne, ou la chimie, ou la physico-chimie nous conditionne sur les propriétés méca, il y a un truc à regarder, et je me suis lancé là-dedans, en thèse, dans le domaine des composites à matrice céramique et à matrice aussi vitrocéramique. Donc là, l'idée, c'était de travailler sur ces matériaux. Donc, composite, c'est qu'on est capable d'identifier en tout cas 2 phases macroscopiques très clairement. Et puis, alors le côté à matrice céramique ou céramique, soyons très clairs, je n'ai pas choisi le matériau, j'ai choisi l'encadrant de thèse et le laboratoire. D'accord ? Si j'ai un conseil à vous donner, choisissez vos environnements. D'accord ? Choisissez les gens avec lesquels vous voulez bosser. Le reste, ça se fait. D'accord ? Et moi, j'ai mené toute ma vie comme ça, et franchement, ça supporte beaucoup plus facilement que voilà, quand ça devient un peu dur par moment. Donc voilà, donc il se trouve que ça s'est fait voilà, à l'école polytechnique, au laboratoire de mécanique des solides, toujours en collaboration avec l'Office national d'études et de recherche aérospatiale. Et je vais mettre un petit peu de science dans le truc. Alors voilà, planche de l'époque de ma soutenance de thèse, donc autant vous dire que ça s'appelle un vrai transparent. D'accord ? Ceci est un vrai transparent en polymère que je pourrais recycler parce que je les ai encore, je pense, quelque part. Voilà, très simplement et schématiquement, un composite fibreux, donc des fibres, une matrice, d'accord ? Donc globalement, j'enrobe mes fibres pour faire un objet qui devient homogène. En termes, tout le monde est collé à tout le monde. Alors vous allez me dire, je mets des céramiques avec des céramiques, c'est quoi l'intérêt d'avoir un truc qui est fragile avec un truc qui est fragile ? Voilà, effectivement, l'intérêt c'est quoi ? C'est que j'ai quelque chose qui est fragile en comportement contrainte déformation. Fragile, l'intérêt c'est que j'assemble les deux pour avoir quelque chose qui ne soit pas comme le rouge, là, fragile, mais quelque chose qui soit, entre guillemets, ductile. Autrement dit, quelque chose qui est capable de se déformer au-delà de l'élasticité. Et ça ne fonctionne que si vous ne, en tout cas dans ces systèmes composites, si vous ne collez pas vos fibres à la matrice. D'accord ? Alors, il faut qu'il y ait un minimum de cohésion, mais il faut qu'il n'y en ait pas trop. D'accord ? Et tout le jeu, il est là-dessus. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que quand vous tirez sur votre composite, eh bien, vous avez des fissures qui se débloquent perpendiculairement à la contrainte pour globalement diviser votre composite en blocs, là. Et ça fait que c'est un peu le béton qui en va y revenir armé, okay ? Si ce n'est que ce n'est pas un treillis métallique. Et ça fonctionne parce que la fibre et la matrice ne sont pas parfaitement cohésives. D'accord ? Vous pouvez les décoller, il y a une interface qui est en capacité de se cisailler et de faire que vous avez le même phénomène que quand vous enfoncez un pieu dans le sol, c'est-à-dire que quand vous essayez de tirer dessus, il y a un mouvement relatif qui est près du sol, et puis ce mouvement relatif pieu-sol, il se propage le long de l'interface. Voilà. Donc ça fait différentes échelles. Macro, méso, micro, on en parlait avec Georges, si je vais discuter avec un chimiste, macro, méso, micro, c'est pas du tout les mêmes trucs. Si je vais discuter avec un planétologue, je ne vous raconte même pas, son micro, c'est même pas mon macro. Donc, mais c'est pas très grave, l'idée c'est que chacun dans sa communauté est capable de discuter avec ses collègues. À la différence de Maxime, moi je suis un expérimentateur pur jus. Bon, en même temps, c'était pas trop compliqué. À mon époque, le côté numérique, ça allait. D'accord. Donc, moi, ça me convenait très bien. Donc, moi, je suis parti sur s'il y a des modèles numériques un jour qui fonctionnent, comment je vais les nourrir en termes de paramètres. Parce qu'il faut bien les nourrir, ces modèles. On a bien vu sur des expériences côté voile, là, voilà. S'il n'y a pas de nourriture, votre modèle, si, vous pouvez en parler longtemps, mais... voilà. Donc l'idée là, c'était de se dire, voilà, qu'est-ce que c'est que ce schéma très simple qui permettait d'avoir des premiers modèles analytiques, soyons très clairs,
Quelle est la réalité? Donc la réalité, c'est pas que des fissures, elles sont toutes planes, toutes bien propres. Donc c'est comment je prends en compte des aspects déjà un peu désordonnés de mon système. Comment sur une courbe macroscopique de traction, telle que Maxime a pu la montrer sur le béton, bah là sur un composite céramique, c'est à peu près élastique. Et puis après, vous voyez, si je charge et que je décharge à un moment donné, j'ai un peu d'hystérèse, j'ai des trucs qui se passent. Donc bah, vous vous mettez à, je sais pas, compter le nombre de fissures par surface, compter les longueurs, etc. Regarder un peu des modules tangents et puis voir un peu comment tout ça se passe. Et en fait, ce qu'on va chercher, enfin ce qu'on cherchait, c'est avoir des choses un peu tranchées dans les aspects de développement des mécanismes. Ça, ce sont des mécanismes physiques derrière que je les exploite d'un point de vue macro. Et puis je vous ai dit, ce qui conditionne en fait la qualité de votre composite, la qualité à s'endommager, à tolérer le dommage, c'est la liaison fibre-matrice. Donc comment je caractérise ce comportement fibre-matrice? Donc là, moi j'ai eu la chance de bosser avec un collègue qui était ingé à l'ONERA. Là. On a développé donc une machine qui est maintenant courante dans les labos, qui s'appelle d'indentation instrumentée. Globalement, une machine de dureté, c'est-à-dire vous appuyez sur un solide avec une pyramide en diamant très dure. Vous l'enlevez, vous regardez la trace, et cette trace, eh bien, vous l'interprétez comme étant la capacité que le matériau à s'écouler, ce qu'on appelle la dureté. Nous, on s'est dit, en fait, on va appuyer sur la fibre, on va la faire glisser dans la matrice, d'accord, et puis on va mesurer le déplacement, d'où le côté instrumenté. Donc, je mesure l'effort, je mesure le déplacement. Bon, je vous passe les trucs, parce que voilà, vous avez vu la date de soutenance de test, ça fait un peu, mais voilà. Mais ça fait que voilà, on récupère des infos, on récupère des forces déplacement. Vous voyez qu'en fonction de si j'appuie sur cette fibre-là ou sur celle-ci, j'ai pas les mêmes comportements. Voilà, là, ça glisse tout de suite. Là, ça met un certain temps avant de glisser. Donc, du coup, je rentre quoi dans mon modèle? Parce que c'est facile de caractériser ça avec certains modèles. Ça, c'était assez cool, analytiquement parlant. Ça l'était beaucoup moins. Donc, mais est-ce que c'est ça qui prédomine ou ça? Donc dans les faits, ce qu'on fait, on commence à avoir des images numériques, et oui, à cette époque, des surfaces des composites, et on est capable, par exemple, de mesurer la distance de la fibre à sa plus proche voisine, parce qu'on se rend compte que ici, vous avez des espèces de décorations tout autour qui sont fonction de qui est en fait un élément qui s'égrège. Et globalement le magnésium. Et globalement, on voyait bien qu'en fonction du type de distance, on n'avait pas les mêmes comportements. On reporte ça sur un graphe, on regarde un peu où sont nos essais, et on se dit, j'ai tant de pourcents de fibres qui sont de tel type de comportement, tel pourcent de tel autre type, et puis ça, je peux rentrer ça dans un modèle. Et puis après, on s'est dit, ouais, mais est-ce que la compression et la traction, c'est similaire? Alors, Maxime vous dirait dans le béton, non. D'accord. Dans les céramiques, il y a peu de chance. Quand je les comprime et quand je tire dessus, ça ne se comporte pas de la même façon. Donc du coup, j'ai fait des essais de traction, mais sous microscope électronique à balayage, ce qui me permettait de voir à une échelle très locale ce qui se passait au niveau des fibres. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que ces fibres-là, en fait, elles ne participaient pas du tout au renfort global, parce que dès qu'une fissure arrivait, elle cassait. Donc ce comportement qui était très cohésif, je pouvais l'évacuer. Bon, tout ça pour vous dire qu'il faut toujours aller regarder ce qui se passe avant de commencer à construire des modèles bien compliqués qui peuvent prendre plein de choses en compte, mais si elles n'ont pas lieu, au moins on a intellectuellement créé un modèle qui peut prendre plein de trucs en compte. Voilà, et après on peut faire une simulation dite multi-échelle, où vous allez intégrer différents paramètres et qui, in fine, vous permet, sur des points expérimentaux en noir, de recoller quelque chose qui est en vert, qui n'est pas si déconnant, en tout cas sur cette partie-là, un peu plus sur les aspects courbes d'hystérésis. Donc voilà, ça a un peu conditionné le reste de ma vie scientifique. J'ai poursuivi sur les composites avec des collègues à Caen. Là, on était sur les aspects fluage. C'est-à-dire que globalement, ces composites sont dits thermostructuraux. L'idée, c'est que vous mettez des céramiques pour de la haute température en termes d'usage. L'idée, c'était de comprendre comment et si ça tenait en température. Donc pour ça, on avait deux types de composites. Je vous passe N1, N2, parce que l'avantage quand vous travaillez avec SNECMA, qui est maintenant devenu Safran, c'est que vous avez des matériaux. Vous les connaissez, vous n'avez pas le droit de communiquer sur qui et quoi. Donc j'ai N1, N2, et vous parlez pendant une soutenance de thèse. J'ai des copains qui ont fait ça ou des copines qui ont fait ça, qui ont parlé de leurs matériaux N1, N2, N3 ou H ou truc. Mais bon, ça c'était la vie, c'est comme ça. Quand c'est confidentiel, ça l'est. Bon, en l'occurrence, maintenant on peut lever la confidentialité, c'était du séquençage au niveau de la matrice. C'est-à-dire que les matrices qui étaient autour de vos fibres, maintenant on peut les montrer. Vous voyez qu'elles ne sont pas aussi simples que ça. Déjà, il y a des porosités. Et puis vous voyez que les matrices, c'est une succession de couches.
qui ont été déposées pendant le processus de fabrication. Et en fonction du séquençage de ces couches, eh bien, en température, parce que quand une fissure se pointe et que vous avez de l'oxygène, et que vous avez des fibres qui sont des fibres de carbone, des interfaces avec du carbone, carbone, oxygène, haute température, bon, c'est plus la saison, mais vous voyez bien les effets que ça fait d'un point de vue thermique, bah, ça s'en va, donc ça veut dire que ça se met à coller, donc ça n'a plus d'effet composite. Donc les matrices, là, ce sont des matrices qui sont dites auto-cicatrisantes, et la cicatrisation se fait par du verre. Hop, ça reconnecte avec ce qu'on fait à l'hyper. Et c'est pour ça que j'ai continué dans ce domaine-là. Donc en fait, on crée un verre qui vient boucher la fissure, qui empêche l'oxygène d'arriver, et donc du coup, eh bien, ça cicatrise votre matériau. Donc ça nous a pas mal occupé, et ce qui est satisfaisant, et moi qui m'a toujours aussi travaillé, c'est que, je veux dire, intellectuellement, on peut faire plein d'efforts, mais c'est quand même hyper satisfaisant qu'à un moment donné, ça débouche dans un domaine industriel ou autre. Et là, il se trouve que bah, voilà, ces matériaux sur lesquels moi j'ai bossé voilà, jusque globalement en 2005-2006, et bien maintenant, ils sont dans le domaine, alors dans le domaine militaire depuis pas mal de temps sur le Rafale, sur ce qu'ils appellent les volets froids au niveau des réacteurs. Donc un volet froid, en termes de température, c'est 1100 degrés. Hein. C'est relativement froid. D'accord. Sachant que maintenant, on est sur les roues de turbine. D'accord. Donc les roues de turbine, c'est ce qui est directement dans le flux chaud. Okay. Et là, par contre, vous êtes à 1650 degrés à peu près. Donc des matériaux qui tiennent ces températures, il n'y en a pas des caisses. Et là, on a un processus d'allègement qui est en route. Donc voilà, donc ça, tout ça pour dire qu'il y a toujours satisfaction à aller sur ces domaines-là. Donc j'ai parlé de verre, parce que, effectivement, moi je suis arrivé à Rennes, parce que au final, il y avait l'idée d'un collègue, Tanguy Rouxel, de monter un laboratoire autour de la mécanique du verre. Alors on a atterri chez des chimistes, mais c'est pas grave. On a tenu 2 ans, et après on a monté notre propre labo. Et le verre, c'est quoi? Par rapport à quelque chose qui est organisé, comme un cristal ou un polycristal, c'est quelque chose qui l'est moins. Alors les règles de la physique, ce que je disais à Georges, sont les mêmes. Hein. Les liaisons sont de même type, sauf que vous n'avez pas laissé au matériau le temps de s'organiser. Et ces matériaux-là, vous les retrouvez dans plein de domaines d'application. Donc là, j'ai juste mis ceux qui étaient ceux sur lesquels j'ai vraiment travaillé ou je travaille encore. Les verres de grande structure, donc ça, c'est pas une table basse chez Ikea, ça, c'est des dimensions en mètres, d'accord? C'est 10 mètres par 10 mètres par 3 mètres de haut, donc en fait, c'est un auvent. Ça peut être aussi des verres basaltiques récupérés auprès des volcans et vous en faites des outils préhistoriques, les fibres optiques, qu'elles soient de silice ou d'autres types de verres. Les verres métalliques et pas les fibres de verre dans les raquettes de tennis. La gobeletterie, qui est et puis tout ce qui peut être caméra infrarouge. Voilà, donc évidemment, sur ces matériaux-là, qui ne sont pas ordonnés, donc intellectuellement, ça vous impose d'aller chercher d'autres façons de raisonner, puisque les lois de la physique classique et tout ce que l'on a par exemple, tout ce que l'on a en banque sur les métaux ou les céramiques, eh bien, il faut revoir un peu sa façon de travailler. Là, je vous ai juste mis pour vous montrer que la composition chimique, donc du coup derrière l'organisation de l'architecture interatomique, a une incidence. Quand vous faites un essai de dureté, donc cette fameuse pyramide que vous imposez à la surface du matériau, entre de la silice et du verre à vitre, vous voyez que ça c'est la même charge, on n'a pas du tout les mêmes incidences. D'accord ? On a pas mal bossé là-dessus. On a aussi travaillé sur un autre phénomène important pour le verre qui est la rayure. D'accord ? Alors pourquoi on s'intéresse au contact ou à la rayure? Parce que le verre, sa fragilité est vraiment liée au fait qu'il est sensible aux défauts de surface. Si sur le verre, vous n'avez pas de défaut de surface, d'accord, vous multipliez sa contrainte à rupture par plusieurs ordres de grandeur. Et quand je dis plusieurs ordres de grandeur, c'est qu'un verre à vitre, la norme vous dit que sa contrainte à rupture, c'est globalement 50 mégapascales. 50 mégapascales. Si le verre, j'enlève tous les défauts de surface, et quand je dis tous les défauts de surface, c'est même une interaction avec de l'eau, qui vous déboutonne 3 liaisons et qui vous fait un défaut. Si j'enlève tous les défauts de surface, je passe de 50 mégapascales à, théoriquement, 14 gigapascales. Donc il y a un petit peu de place pour faire des trucs bien entre les deux. D'accord ? Donc le truc, c'est voilà, c'est quoi la rayure? Donc voilà, donc j'ai longtemps bossé sur ce sujet-là. On a développé un appareil qui vous permet de faire de la rayure de façon contrôlée. Vous mesurez des efforts, vous mesurez des vitesses, et puis vous comparez des rayures. Et
Et vous passez quelques années sur le sujet, et puis à un moment donné, vous vous dites, bon, on va arrêter. Parce que c'était chouette, on a fait progresser la connaissance sur le sujet, mais c'est un truc qui n'est pas encore complètement mûr, en particulier sur la partie modèle numérique. On avait plein de données expérimentales, mais on n'a pas pu développer le côté modélisation numérique complète sur le sujet. Ce qui a été moins le cas sur les aspects contact ponctuel type indentation. Gardez en mémoire, par exemple, que le verre, c'est un matériau qui, même à température ambiante, peut être visco-élastique. C'est-à-dire que c'est un matériau qui peut s'écouler en fonction du temps. D'accord ? Alors, vous allez me dire, les géologues vous diront que même les roches s'écoulent en fonction du temps. Sauf que la période d'observation, elle n'est pas compatible avec la nôtre, être humain. Mais ceci étant, c'est une réalité. Donc, sous très haute pression, le verre s'écoule. Là, vous avez alors un verre un peu particulier qui est un sélénium, donc des verres qui transmettent dans l'infrarouge. Vous avez, on applique une charge de 0,1 newton entre 5 secondes ou 50 secondes. Quand j'image l'empreinte résiduelle, eh bien, vous voyez que je n'ai pas du tout la même trace. J'en ai une qui est beaucoup plus profonde par rapport à la zone de contact. Donc, le verre peut être visqueux à température ambiante. Ça, c'est un truc que l'on a bossé, en particulier avec quelqu'un que vous subissez pour certains d'entre vous, qui s'appelle Yann Guéguin, qui en a fait d'ailleurs un de ses thèmes dans sa thèse, et qui vient d'une problématique très, je dirais, très concrète. Nos collègues de l'équipe verre et céramique en chimie là, font des fibres de verre de chalcogénure, donc ils fibrent, ils tirent à partir d'une préforme, ils chauffent, ils tirent un fil, d'accord, et ce fil, ils le bobinent. Et ils sont venus nous voir un jour en disant, écoutez, il y en a marre, il y a des fibres, au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, elles cassent. Les fibres, en plus, parfois, quand on les débobine, elles restent courbées. C'est pénible derrière pour ce qu'on a à faire. Et ce qu'on peut comprendre, parce que c'est de la méca, évidemment. Je courbe, je contrains. Donc, c'est ce qu'on a commencé à regarder avec Yann. Et puis, ben, on s'est rendu, voilà, on a regardé un peu. Je fibre, j'enroule, je déroule au bout d'un certain temps, j'ai un certain rayon de courbure, et puis on s'est rendu compte que le rayon de courbure, il grandit à mesure qu'on laisse la fibre vivre sa vie. Et ben, c'est comme ça qu'on a fini par essayer de créer, enfin, Yann a beaucoup bossé sur ce sujet, sur le lien contrainte déformation dans ces matériaux. Donc, il a mis en place une manip de torsion pour faire du cisaillement. Et ce qui était assez amusant, c'est qu'au final, on a découvert quelque chose qui traînait un peu dans la littérature, mais pas très bien caractérisé, en tout cas sur ces matériaux-là. Eh bien qu'effectivement, on avait de la viscoélasticité. Donc généralement, le côté visqueux, vous l'avez en tête parce que j'élève la température. D'accord ? Je prends de l'huile dans la poêle, je chauffe, vous voyez bien que la viscosité change. D'accord ? L'huile s'écoule plus facilement. Sur les verres, c'est la même chose. C'est ce milieu qui est désordonné, vous le montez en température, il se fluidifie. Là, ce qui était assez amusant, c'est qu'on a mis en évidence que c'est la lumière qui le faisait se fluidifier. Et ça, on s'en est rendu compte incidemment en montant une manip de fluage. Donc, j'applique une charge constante, je regarde la vitesse de déformation, et une fois, Yann vient me voir en me disant « Je ne comprends pas, j'ai un capteur qui fait vachement de bruit, alors que normalement, ce capteur de déplacement, il ne doit pas être bruité du tout. » Ok, donc on a regardé, effectivement, il y avait un truc qui était pas très beau. Alors les échelles de temps, c'était des semaines d'observation. Et puis en regardant d'un peu plus près, en dilatant un peu l'échelle, c'est pas compliqué, le bruit était lié au fait qu'on arrivait dans le labo le matin, qu'on mettait la lumière, et qu'on repartait du labo le soir, qu'on éteignait la lumière. Et, voilà. Et donc là, il a mis en place un banc où il éclairait la fibre avec un laser, et ce qui a permis de montrer qu'on était capable de changer la viscosité d'un verre sans augmenter sa température, simplement en le faisant interagir avec des photons. Et l'interaction photon-matière avait des incidences sur les nuages électroniques autour des éléments qui faisaient que le système s'écoulait. Alors, le système se fluidifiait suffisamment rapidement pour que nos collègues qui fabriquent des fibres soient capables de faire des allongements, des affinements locaux, ce qui est important pour les capteurs à fibres, sans élever la température de leur matériau. Ce qui est important, parce que si je n'élève pas la température, je n'ai pas de risque de cristallisation. Donc je garde le verre et toutes ses propriétés. Donc voilà, encore une fois, un côté applicatif qui suit dans la foulée. Juste, je verrai si j'ai le temps, vous m'autorisez à faire un petit focus recherche sur le dernier truc qui me fait triper. On parle de recherche, il ne faut pas croire qu'en recherche, vous échappez aussi aux aspects un peu responsabilité et sollicitation. Il ne faut quand même pas exagérer. J'ai dirigé au bout d'un moment ce laboratoire qu'on avait monté avec Tanguy Rouxel en 2001.
Voilà, je l'ai dirigé globalement sur le dernier mandat. Je l'ai intégré à l'Institut de physique de Rennes comme un département mécanique et vert, donc dans lequel, auquel appartient Maxime et d'ailleurs moi-même. Et d'ailleurs, ce labo, je l'ai aussi dirigé du coup dans la foulée 2 ans après. J'ai été directeur de l'IPR pendant un peu plus de 7 années, avant d'être voilà, repris par le côté formation qui m'a effectivement parce que je reste enseignant-chercheur et que tout ça, ça me passionne et que je ne peux pas trop privilégier l'un par rapport à l'autre. Je ne sais pas si j'aurai le droit de parler un peu de focus recherche, mais je voudrais quand même... Enfin, tout ça, souvent quand on parle de sa vie, son œuvre, il ne faut juste pas oublier que la vie, son œuvre, c'est parce que vous avez plein de collègues avec lesquels vous avez bossé, plein d'étudiants, plein de doctorants, plein de post-docs. D'ailleurs, certains sont devenus des collègues. Il y en a même qui sont devenus des amis, c'est des trucs de fou parfois dans notre milieu, mais ça arrive. Vous savez, c'est un truc de... Et quand je parle des collègues, faut quand même garder en mémoire que dans un laboratoire, dans un système universitaire, dans des formations, vous n'avez pas que des collègues qui sont enseignants, enseignants-chercheurs ou chercheurs. Vous avez tous les personnels de soutien à la formation, de soutien à la recherche, qui sont vraiment fondamentaux dans notre système et pour lesquels il faut absolument avoir le plus grand respect, la plus grande bienveillance pour que tout le système fonctionne. J'ai droit à 5 minutes de focus ou pas? Allez, le dernier truc parce que là, on n'a fait que des trucs qui n'étaient pas très rapides. Il y a... Ah oui, alors évidemment, il ne veut pas. Le dernier élément qui est vraiment celui sur lequel j'ai envie de vous parler. J'ai parlé de choses qui étaient quasi statiques, j'y allais tranquillement, ou de vraiment très lent sur le fluage. Là, le dernier truc qui nous occupe pas mal, avec quelqu'un que vous connaissez aussi pour certains d'entre vous, Didier Loisin, c'est les aspects choc sur des matériaux verts très originaux qui sont des métaux amorphes. Donc les métaux, on vous dit, ce sont des systèmes cristallins, en tout cas polycristallins, bien organisés, des petits grains qui sont collés les uns aux autres avec des frontières. Ils sont comme les autres, de l'état liquide à l'état solide. Si vous passez le pic de cristallisation, si vous ne les autorisez pas en refroidissant très rapidement, pour certains systèmes, eh bien vous les gardez à l'état désordonné, et ça leur confère des propriétés très spécifiques. D'accord ? Donc ça, c'est un sujet qu'on bosse depuis quelques années, tous ensemble, là, et je voulais juste... Ah, évidemment, ça va pas... On va refaire... Hop... Juste pour donner un peu le contexte. Le contexte, il est... alors nous, on l'a contextualisé dans le domaine spatial. Donc ça, c'est le syndrome de Kessler, mais c'est une simulation. Hein. 2 débris qui entrent en collision. Ça vous fait plein de débris. Et à un moment donné, tous ces débris réentrent en collision. Et ça vous fait des nuages de débris. Et là, vous avez ce qui se passe en termes de nombre d'objets volants en fonction de l'année. Ça, c'est années 60, ça, c'est 2020. Donc, vous voyez, ça, c'est 25 000. D'accord ? Et ça ne cesse de croître. D'accord ? Et je vous raconte pas que les constellations qu'on a balancées ces derniers temps, ça continue de croître. Même si sur les constellations, tout le monde espère que les trucs vont être désorbités assez rapidement. Donc tout ça pour dire que dans le domaine spatial, il y a une problématique qui est la multiplication du nombre de débris. Et ce qui est intéressant, en tout cas d'un point de vue du mécanicien, c'est qu'on arrive à des sollicitations, d'accord, qui ne sont pas du tout du même ordre de grandeur que celles qu'on fait classiquement en labo. En labo, vous allez avoir des vitesses de déformation de quelques dizaines par seconde. Là, on va parler de choses qui vont arriver à des kilomètres par seconde sur votre objet d'intérêt. D'accord ? Donc on est dans ce qu'on appelle le régime hypervéloce. Donc en l'occurrence, c'est ce dont on se doit se prémunir, par exemple, dans la Station spatiale internationale, où vous avez les murs de la station qui sont un alliage d'aluminium, un composite fibre tissé Nextel Kevlar, d'accord, un deuxième mur en alu, et puis là, pour l'essai, on a juste mis une plaque témoin pour voir si on avait quelque chose qui traversait ou pas. Bon, il se trouve que quand vous envoyez une bille de 2,2 mm, 2,8 mm de diamètre à 7 km par seconde, elle traverse tout. D'accord ? C'est ce qui fait que parfois, vous avez dans la station des fuites qu'il faut réparer. Enfin, c'est assez problématique, vous imaginez bien. Donc là, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que l'on peut substituer comme matériau. Et là, ces fameux verres métalliques, au lieu de... Voilà, vous avez toujours la première couche d'alu qui est devant.
Mais derrière, au lieu de mettre votre composite, vous mettez 11 couches de verre métallique et vous voyez que ça se déforme énormément, mais ça résiste. Donc là, l'idée, c'était de se dire, OK, alors faire ce genre de manip, envoyer une bille à 7 km par seconde, il n'y a pas beaucoup de labos dans le monde qui le fait, et vous faites une manip par mois, à peu près. D'accord? Donc ce qui n'est pas un rendement très élevé, vous n'avez pas intérêt de rater la manip. Donc là, l'idée, avec des collègues en particulier sur Paris, c'est qu'on travaille sur une analogie, et cette analogie, on la bosse avec ce qu'on appelle le choc laser. Le choc laser, c'est quoi? C'est que j'ai une impulsion laser à la surface de mon matériau, ça génère un plasma, d'accord? Et ce plasma, un peu comme le pétard à la surface du sol, ça me génère une onde de choc. Et cette onde de choc peut même conduire, à un moment donné, par croisement avec une onde de détente, à un écaillage de la surface. Donc très rapidement, juste pour vous montrer un peu le type d'installation sur lequel vous bossez, donc évidemment, vous faites, vu les énergies à mettre en jeu, vous voyez, de 5 à 100 joules jusqu'à 800 joules en termes de laser, sur des temps de dépôt entre 1 et 15 nanosecondes, voire 100 secondes pour une manip qui était au CEA, et des diamètres de focalisation du laser qui sont aux alentours du millimètre. Alors après, on touche des unités que moi j'avais peu utilisées jusque-là dans ma carrière. Là, on est en termes d'énergie, c'est du térawatts par centimètre carré. Ouais, ça fait beaucoup, hein, c'est 10 puissance 12 watts par centimètre carré, autant vous dire, il ne faut pas être dans le faisceau. Sachant que si vous réduisez les temps de dépôt, vous passez au pétawatt, donc avec d'autres effets qui ne nous intéressaient pas sur ça. Ce qui est intéressant, par contre, c'est vous voyez le nombre de tirs que vous pouvez faire par jour, ça change un peu par rapport aux manip classiques. Là, on peut tirer tous les 5 minutes, 20 minutes ou 45 minutes. Alors évidemment, l'installation, elle est assez conséquente. Ce qui est intéressant, c'est que, je vais aller vite, alors vous utilisez des équations qui sont plus celles assez classiques des milieux continus, en petites perturbations, petites déformations, donc on change un peu de monde, mais ce n'est pas très grave. On se rapproche un peu de la mécaflux dans ces aspects-là. On se rapproche des aspects fluides. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec ces dispositifs-là, de choc laser, on est capable de remonter effectivement enfin en tout cas d'impulser des pressions qui sont tout à fait commensurables à celles que l'on rencontre dans des chocs hyper véloces. Donc vous atteignez des pressions, vous voyez, qui remontent jusqu'à 100 gigapascales, d'accord, qui miment des aspects particuliers qui vont jusqu'à 2 km par seconde. Vous devez évidemment mettre en place tous les diagnostics qui vont bien, parce que capter ces infos, il faut les faire de façon résolue en temps. Donc vous travaillez avec des visars qui vous permettent de récupérer. Vous voyez qu'ici, c'est la nanoseconde. On est sur des capteurs qui ne sont pas du tout du même ordre de grandeur que ceux qu'on a dans nos labos classiquement. Ce qui est intéressant, c'est derrière de regarder un peu comment tout ça se cale par rapport à la littérature. Donc ça, c'était la thèse de Johan Raffray, et ça, il a pu montrer que par rapport à tout ce qui était dans la littérature sur ce qu'on appelle des chocs de plaques, donc vous envoyez des plaques à grande vitesse qui vous génèrent l'onde de choc, toutes ces manips choc laser étaient tout à fait cohérentes. Donc l'idée, ça vous permet d'aller un peu plus loin dans la foulée. Donc dans la foulée, c'est quoi ? C'est derrière, quand vous avez cette onde de choc qui débouche, elle vous met en vitesse votre matériau. Cette vitesse, vous la récupérez. Alors là, c'est l'accélération, donc la face arrière se met en vitesse. Et ce qui va se passer, c'est que vous avez ce phénomène d'écaillage, donc cette écaille qui se décolle, parce que l'onde de détente crée de l'attraction. Et dans cette écaille qui se décolle, vous êtes capable, là encore, de mesurer la vitesse. D'accord, donc cette écaille se décolle, elle se décélère, mais du coup elle réaccélère quand l'onde de choc dans l'écaille repart. Ça c'est décélération de l'écaille, accélération, décélération. Et moyennant un modèle, là vous êtes capable de remonter à la contrainte à rupture du matériau. D'accord. Et ce qui est assez intéressant, extrêmement intéressant, c'est que dans la littérature, avec les impacts de plaques, voilà les données qui étaient accessibles, et après la thèse, voilà les données qui étaient accessibles. D'accord. Donc ça, c'était avant la thèse de Johan, et ça, c'était après sa thèse. C'est-à-dire qu'on est allé beaucoup plus loin en vitesse de déformation. Donc vous voyez qu'en epsilon point, déjà 10 puissance 5 secondes moins 1, il faut aller vite. Là, on est sur des 10 puissance 7 secondes moins 1. Alors évidemment, quand vous mettez les barres d'erreur qui vont bien, et il a fait un travail assez incroyable pour tout quantifier, vous dites, oui, ok, c'est peut-être un petit peu nuage et un petit peu noyé, mais ça fonctionne beaucoup.
Et donc ça a vraiment permis de qualifier le dispositif, et donc du coup, eh bien, de s'assurer que la manip telle qu'on l'a conçue, eh bien, elle est tout à fait efficace pour mimer ce que l'on a dans le côté choc par des billes. Je termine là-dessus. Je mettrai juste un transparent derrière. Donc quand vous reportez les contraintes à rupture en fonction de la vitesse de déformation, tous les matériaux, plus vous tirez vite, plus la contrainte à rupture elle est élevée. Ça, c'est un grand standard. D'accord ? C'est classique sur les métaux, c'est classique sur tous les matériaux. Là, ce qui est intéressant dans ce graphe, c'est que vous voyez que si vous comparez du cuivre, qui est en orange, de l'aluminium, qui est en gris, et les verres métalliques qui sont en bleu, si vous placez à une vitesse de déformation donnée, là, vous voyez que les verres métalliques ont la contrainte à rupture là, plus élevée, et ça, c'est valable, quelle que soit la vitesse de déformation. Donc là, on montre qu'on a un intérêt à utiliser ces matériaux quand on cherche à résister à des très hautes vitesses de déformation. Voilà, donc ça, c'était juste l'élément. Et je termine juste en vous montrant ça. Voilà, et c'est juste pour vous dire que ces vitesses de déformation, à quoi elles sont équivalentes en termes d'impact. Une bille de 0,5 mm de diamètre, 7 km par seconde, ça sera là. Si vous prenez des billes de cuivre, c'est différent évidemment. Et ça vous permet derrière, eh bien, d'avoir des arguments pour pouvoir faire financer vos projets, parce que mine de rien, on n'en a pas parlé, mais en recherche, il faut trouver des sous aussi. Et c'est aussi une autre façon de chercher. Merci beaucoup. Ça va trop vite. Ouais. On mesure la vitesse de l'écaille qui se décolle et on arrive à donc traquer la vitesse de la taille de déformation dans l'écaille. Ça permet du coup de dire ça avance. Oui. En fait, c'est l'onde de choc qu'on récupère. En fait, quand l'onde de choc qui se propage débouche, ça fait la mise en vitesse, ça vous met en vitesse la surface. D'accord ? Cette onde de choc, elle se réfléchit. Là. D'accord ? Donc l'onde de choc initiale, elle débouche, ça c'est ce que je capte au début. Après, quand je passe en tension, à un moment donné, ça casse. Donc du coup, je crée mon écaille, j'ai un objet qui s'envole. Et du coup qui ralentit. D'accord ? Donc c'est pour ça que la vitesse de la surface décroît. Après, ça réaccélère parce que dans l'écaille, et ce que je n'ai pas ici dans la simu, dans l'écaille, en fait, j'ai une onde de choc qui reste piégée. Et du coup, quand elle se réfléchit sur la face arrière et qu'elle revient sur la face avant, elle fait réaccélérer l'écaille. Oui. Et encore là, ça va. Parce que quand on est on va sur le côté même picoseconde. En fait, on utilise de l'interférométrie. C'est beaucoup basé sur des méthodes optiques d'interférométrie laser. On appelle un bizarre. Globalement, c'est le pendant de l'effet Doppler sur un radar de bord de route. D'accord, mais voilà, avec d'autres technos qui vous permettent d'avoir des résolutions en temporel qui sont beaucoup plus faibles. Et donc, alors là, on a un point de mesure, c'est-à-dire qu'on vient pointer à un endroit et c'est ce point-là qu'on suit. Donc, ce qui pose des difficultés, par exemple, quand votre écaille ne se décolle pas comme là, parce que quand elle n'est pas gentille comme ça, qu'elle part parce que ça reste accroché, très rapidement, ça devient déconnant. Donc, maintenant, il y a une technique qui s'appelle le visarling, c'est-à-dire que vous allez balayer une ligne sur toute la surface. Ça vous permet du coup de voir si c'est un truc qui part de façon plane ou pas. Et puis après, il y a d'autres techniques qui s'appellent la VH, donc la vélocimétrie hétérodyne, où là encore, on fait de l'interférométrie. Mais là, on est plus sur la capacité à avoir un champ de vitesse de particules. Alors, autant là, je sais à quel endroit je suis, donc c'est ce point, en tout cas, c'est ça que je traque. Dans le côté champ de vitesse de particules, j'ai la vitesse de toutes les particules, mais je ne sais pas où elles sont.
D'accord? C'est une autre façon d'aborder les choses. D'accord? Et typiquement, d'ailleurs, ce dispositif-là de vélocimétrie hétérodyne, on va l'avoir au labo bientôt. Et on compte bien monter des projets avec les étudiants sur ces sujets-là. Parce qu'au labo, on n'a pas de choc laser, mais on a un canon à gaz, un canon à air comprimé, qui nous permet aussi de faire du choc. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Comment on va créer un laser aussi puissant? Parce que ce que je sais des lasers, c'est que normalement, c'est une chambre continue, on doit attendre qu'il y ait suffisamment de photons pour qu'une partie s'échappe, c'est de la puissance qu'il faut. Donc, comment on atteint un laser qui a une puissance instantanée délivrée de plusieurs terawatts? Alors, le côté terawatt, c'est pas. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est. Il faut prendre le côté énergie disponible au départ. C'est les joules qui sont. Le côté terawatt par centimètre carré, c'est lié à ton temps d'impulsion, d'accord, et à ta taille de faisceau. OK? Donc, plus tu vas réduire la taille de faisceau, plus tu vas déposer cette puissance sur un petit truc. Donc là, tu vas passer du téra au péta. OK? Plus tu vas réduire ton temps d'impulsion. Pareil, plus tu vas augmenter en termes de puissance déposée par unité de surface. Okay. Alors après, pour créer les joules, ouais, il faut avoir des gens qui sont capables de te compresser des faisceaux optiques, donc c'est par compression. Et globalement, ça, nous on utilise donc, principalement une manip qui est au laboratoire d'utilisation des lasers intenses à Polytechnique, le LULI. Et la salle qui permet de compresser, c'est à peu près un terrain de foot, quoi, dans lequel, parce qu'il faut de la longueur, effectivement, pour les allers-retours et puis pour venir compresser le signal. Et on fait globalement, au Luli, on a, c'est ce qu'on disait, à peu près un tir tous les 45 minutes. Parce que, vu ce qui est passé comme énergie, même dans toutes les optiques et autres, déjà, il faut vérifier qu'on n'a pas tué tout le monde, ça c'est quand même ce qui arrive de temps en temps, parce qu'une poussière sur le faisceau, sur une optique, une poussière, en fait, ça vous fait un point chaud, et ça peut vous détruire l'optique parce que ce sont des optiques en verre. Ouais, et oui. À peu près que ça qui tient, mais voilà, c'est à ses limites. Et après voilà, il faut aussi descendre la chaîne en température, donc ça prend du temps. Ok, d'accord, merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Ouais. J'en avais une autre, du coup, c'est quand vous avez parlé des verres métalliques. Pour l'ISS. Et avant, vous avez aussi parlé du fait que le verre perd énormément de résistance mécanique quand il y a des défauts qui apparaissent à la surface. Du coup, ma question, c'était quand on va faire le transport dans l'espace, enfin, c'est une fusée, quoi, c'est pas quelque chose de très stable, ça bouge un peu, ça secoue. Comment on fait pour garantir que le verre métallique ne récolte pas les défauts de surface qui fait qu'il arrive avec un dixième, un centième des propriétés qu'il est censé avoir? Alors, ça, la remarque, elle est juste pour tous les verres sauf ceux-là. Parce que les métaux amorphes, c'est ça la beauté de la physique, je trouve ça magique, ils gardent leur côté métallique en termes de liaison. Alors que les verres inorganiques, hein, les silicates, c'est pas le même type de liaison. C'est pas une liaison métallique, ça va être une liaison covalente, iono-covalente, on peut avoir des liaisons hydrogène, d'accord? Et il a cette propriété intrinsèque de la liaison métallique qui lui confère localement des aspects quand même d'utilité. Et qui fait qu'une rayure sur un verre métallique n'aura pas la même incidence qu'une rayure sur un verre inorganique. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas les protéger, mais on n'a pas du tout les mêmes problématiques. C'est assez amusant, mais il n'empêche que ça fonctionne comme ça. Je poserai la dernière question. Tu as une approche très expérimentale de tes activités, ce qui est très chronophage, beaucoup de moyens tout le temps. Et puis il y a de l'autre côté des approches purement numériques. Sur ce type de problème-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle numérique aujourd'hui qui puisse répondre au phénomène qu'on cherche à étudier. Alors, il y a des modèles numériques qui... Enfin là, cette petite simule, mais il y en a d'autres. Il y a des modèles numériques qui intègrent d'ailleurs des aspects aussi petite échelle que dynamique moléculaire, qui existent et qui fonctionnent sur des systèmes où il n'y a pas trop d'éléments à l'intérieur. D'accord, des systèmes binaires, ou même juste des systèmes simples. Si vous allez au CEA, Direction des applications militaires, pour des raisons stratégiques, d'accord, il y a des modèles qui tournent et qui font le multi-échelle et qui fonctionnent extrêmement bien. Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille un peu avec eux, pour avoir un peu
leur soutien sur ces aspects-là. Mais là, on est sur des systèmes où, quand on passe à 3 éléments, 4 éléments ou 5 éléments, ça devient beaucoup plus compliqué. Ne serait-ce que pour avoir accès au potentiel d'interaction, par exemple. Il y a des choses qui ne sont pas connues. D'où la nécessité de faire les campagnes XP et le reste. Mais il y a des choses qui sont pas si mal que ça maintenant. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir.